Bonjour tout le monde et bienvenue sur la Panzer Division Hero. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière partie consacrée à mon projet autour de notre ESD KFZ11 en version hivernale. Alors si jamais t'as pas vu les deux premiers épisodes consacrés au montage et à la peinture et vieillissement du véhicule, je t'invite à faire un petit tour sur la chaîne. Et quant à nous, on va voir dans cette dernière partie la réalisation du décor, notamment autour du moulin à eau de chez RT Diorama. Et vous avez aussi pu découvrir sur la chaîne une petite vidéo que j'ai consacrée à la réalisation d'un bâtiment entièrement personnalisé pour accompagner celui-ci. Et si jamais tu l'as pas encore vu, je t'invite également à faire un petit tour sur la chaîne pour la découvrir. Et nous, comme d'habitude, on va se retrouver tout de suite dans l'atelier pour attaquer tout ça. Le cœur de mon projet, c'est avec le moulin à eau de chez RT Diorama où j'ai intégralement fait le bâtiment moi-même pour l'adapter à la dimension de mon véhicule. Je voulais en fait un bâtiment qui soit à la bonne échelle, cohérent et harmonieux avec la scène. Alors certes, c'est un exercice qui est beaucoup plus long qu'une maquette classique, mais l'impression 3D m'a quand même beaucoup aidé. Elle permet d'obtenir rapidement les accessoires précis avec une finesse qui aurait été difficile à atteindre en scratch. Et surtout, ça me permet d'élargir la palette de couleurs avec la grande variété de matières comme les briques, le bois, l'ardoise et le métal. Alors comme tout diorama, ça doit raconter quand même une petite histoire et j'ai concrétisé mon idée avec de l'intelligence artificielle. Vous voyez ici, la scène est simple, le véhicule s'arrête près du moulin abandonné. L'équipage, poussé par la curiosité, va l'explorer en quête de ressources utiles pour survivre aux conditions extrêmes du front de l'Est. Je commence donc par travailler la base en mousse extrudée en pensant au volume, car un tiers du moulin sera immergé dans la rivière et l'autre partie est en surplomb, donc je vais devoir travailler avec un dénivelé et une base assez solide pour accueillir le véhicule, les figurines et les autres éléments du décor et surtout éviter les zones de vide pour obtenir une scène équilibrée et vivante. Donc après avoir réalisé le socle avec la surface nécessaire pour accueillir en fait tous les éléments de mon décor, je commence par les positionner puis je trace sur contour au crayon à papier. En fait, ça va me permettre de déterminer précisément l'emplacement et la forme du cours d'eau où va venir s'intégrer la roue du moulin. Puis avec mon découpeur à fil chaud, sans fil, je retire en fait progressivement de la matière pour creuser le lit du ruisseau. Et à chaque étape même, je replace les éléments du décor pour contrôler les dimensions et ajuster si c'est nécessaire. L'objectif pour moi, c'est de retirer le strict minimum tout en restant le plus juste possible. Et sur la partie extérieure du moulin, je crée un léger dénivelé en enlevant de la mousse par couches successives, toujours en procédant à des essais réguliers pour affiner mon travail. Et quand je constitue en fait un diorama, mes décors, j'aime en fait d'éviter que tout soit en fait sur le même plan. Je joue donc beaucoup sur les hauteurs et pour cela je creuse également une zone plus basse avec la même technique. Et pour finaliser et adoucir mes découpes, j'utilise même mon pistolet à air chaud qui rétracte légèrement la matière et donne un aspect plus naturel. Alors un dernier détail qui est autant important, il faut aussi en prévoir des emplacements des découpes pour le véhicule pour qu'il ne semble quand même s'enfoncer un minimum dans le décor. Il faut même pas hésiter à accentuer un peu cet effet car il faut anticiper l'épaisseur des futurs produits qu'on va utiliser pour la texture. Et vous voyez un premier aperçu de ma composition. On montre le véhicule qui est positionné plus bas que la maison, il ne va pas le cacher, ce qui va me permettre de l'admirer. Et le tout est aussi positionné avec des légères inclinaisons pour éviter en fait que ce soit trop parallèle ou trop perpendiculaire par rapport à la base du décor, ce qui apporte quand même plus de dynamisme à la scène. Alors qui dit ruisseau dit forcément résine époxy pour représenter l'eau. Mais comme toujours, je joue la carte de la prudence en réalisant d'abord une petite étanchéité avec de la pâte à modeler durcissante. Alors c'est un matériau qui est très simple à trouver en magasin de loisirs créatifs, peu coûteux et vraiment pratique pour ce type de travail. Je commence par le transformer à l'aplatir en fine plaque à l'aide de cette machine, une rouleuse de chez Greensterwald, qui permet d'obtenir une épaisseur fine et régulière. Et l'astuce, pour favoriser l'adhérence sur de la mousse extrudée, j'applique d'abord une fine couche de colle en gel que j'étale avec cette spatule en silicone, qui est également une nouveauté qui a intégré l'atelier et que je vous recommande vivement, je la trouve vraiment pratique. Et une fois la surface préparée, je viens déposer ma pâte à modeler sur l'ensemble du lit du cours d'eau que j'ai creusé dans la mousse, en veillant à bien sûr la recouvrir intégralement. L'objectif en fait c'est de créer une couche étanche qui empêchera la résine de rentrer en contact avec la mousse expansée. Enfin, je lisse la surface avec de l'eau et avec mon pinceau pour obtenir une finition propre et régulière qui sera prête ensuite à recevoir les prochains éléments du décor. En parlant du décor, j'utilise des cailloux de différentes tailles du fabricant Minitech et je sélectionne en fait en priorité les plus plats car ils vont me servir à construire un petit mur de soutènement sous la maison. Alors c'était une pratique courante à l'époque pour limiter en fait l'érosion et éviter surtout l'affaissement de la bâtisse, ce qui aurait pu être quand même dangereux et mettre en péril en fait toute la structure. Et j'intègre en fait mes cailloux directement dans la pâte à modeler qui est encore fraîche en les enfonçant fermement pour qu'ils restent bien en place une fois le tout complètement sec. Alors n'hésitez surtout pas à mélanger quelques pierres un peu irrégulières ou légèrement inclinées parmi les cailloux plats. Ça va casser la monotonie et apporter un réalisme supplémentaire, comme dans tous les véritables murs de soutènement faits à la main. Et comme toujours, je procède ensuite aux derniers ajustements en repositionnant la maison afin de vérifier que l'intégration soit cohérente et naturelle et que je crée des écarts pas trop importants qui seront à compenser par la suite.
J'attaque maintenant la texture du sol avec mon produit habituel, le VMS Mud. C'est une pâte acrylique à base d'argile que je trouve vraiment parfait pour réaliser la base de mes décors et que j'utilise régulièrement. Je l'applique à l'aide de mon nouvel outil, ce pinceau en silicone qui est très pratique pour étaler d'abord une couche régulière qui va servir d'accroche pour les couches suivantes et faciliter aussi l'intégration des éléments naturels. Et avant que le produit ne sèche complètement, je commence à structurer le lit du ruisseau en y plaçant des cailloux de différentes tailles pour créer du relief. J'ajoute ensuite des graviers plus fins et du sable, aussi bien sur le fond que sur les bords. C'est pour harmoniser l'ensemble et donner un aspect plus naturel. Et je fixe le tout avec une colle liquide Sand and Gravel, ce qui me permet de solidifier la surface tout en préservant un aspect régulier typique d'un terrain naturel. Pour donner davantage de volume et de contraste au reste du terrain, j'ajoute un mélange de terre de différentes granularités que je dispose de manière irrégulière et par petites touches. Ça permet de casser la monotonie du sol et d'apporter de la richesse visuelle et de créer des transitions douces entre les zones de terre, le sable et les pierres. Et une fois sec, le résultat offre une base solide, texturée, prêt à recevoir les prochaines étapes de peinture et de végétation. Alors je passe maintenant à la vraie texture du sol en utilisant ces produits de chez Diodum qui sont de véritables mélanges de végétaux naturels et sont vraiment très réalistes et ça permet en fait de réaliser tout type de terrain. J'en possède plusieurs sortes et à chaque fois je fais en fait quelques essais de combinaison pour trouver le meilleur rendu possible pour qu'il soit cohérent par rapport à mon projet. Alors l'avantage de ces produits, en fait, c'est qu'ils apportent immédiatement du volume et du relief à la surface du terrain. En quelques instants, vous voyez, on perd complètement cette impression de sol plat et sans relief. Et on n'a même pas besoin de se concentrer sur la couleur à ce stade parce que je vais venir peindre par-dessus pour tout unifier. Ce qui compte, en fait, c'est vraiment la texture, la composition du produit qui est très fine, très réaliste et surtout parfaitement bien adaptée à l'échelle de la maquette. Et j'applique donc un mélange directement sur la base en la saupoudrant de manière aléatoire pour en fait obtenir une couche uniforme et naturelle. Le but, c'est juste de penser à une chose, c'est de préserver l'empreinte du véhicule que j'ai créé précédemment afin de conserver cet effet d'enfoncement, que ce soit réaliste une fois qu'il sera définitivement installé. Ensuite, j'alterne avec une autre texture qui imite un peu un terrain enneigé, beaucoup plus fine, et que je dépose par endroits et ça permet d'apporter encore un petit peu plus de volume et de contraste à l'ensemble de mon terrain. Et l'avantage aussi, si jamais le résultat ne vous plaît pas, pas de panique, en fait vous retournez votre diorama, vous secouez le tout et vous recommencez jusqu'à ce que vous ayez un effet qui vous convienne. Et enfin, l'astuce pour fixer définitivement le tout, c'est d'utiliser une colle liquide type Sand and Gravel qui va en fait pénétrer par capillarité et maintenir la texture bien en place. Et je laisse ensuite sécher toute une nuit complète avant de poursuivre avec les étapes de peinture et de patine et terminer par l'intégration du véhicule. Alors je passe maintenant à la mise en peinture du terrain. Alors c'est toujours une étape passionnante car c'est à ce moment-là que les volumes et les reliefs vont vraiment commencer à se relever. Et je commence toujours par l'application d'un après noir, ce qui va me servir à la fois de base pour les ombres et de couche d'accroche pour la peinture à venir. Et je la vaporise en fait sur l'ensemble de la surface en prenant soin juste à une chose, de ne pas déborder sur les zones de bois pour préserver l'esthétique de mon socle. Je passe ensuite à la peinture proprement dite. Alors j'ai choisi de travailler avec 2 nuances de marron, une teinte très foncée pour accentuer la profondeur dans les creux et les zones basses, et une teinte plus claire que j'applique en foile GG sur les reliefs et les parties les plus exposées à la lumière. Alors la peinture est fortement diluée, ce qui me permet de travailler en voile fin et par transparence pour laisser apparaître par endroits la noire en sous-couche. Et en fait, ce jeu subtil d'ombre et de lumière donne immédiatement du volume et un rendu plus naturel à la surface du terrain. Et je multiplie les passages légers sans chercher à tout recouvrir en une seule fois pour obtenir des transitions douces et progressives. Le but, c'est d'apporter de la richesse visuelle pour mieux distinguer les volumes et faire ressortir toutes les variations de texture qui vont donner vie à la scène. Alors je passe ensuite à la peinture des détails à l'acrylique. Alors je commence par les rochers qui forment le lit de la rivière que je peins dans des nuances de gris, ce qui va me servir de base solide pour les teintes suivantes. Et je poursuis même avec les petits cailloux qui sont éparpillés au fond du ruisseau que je travaille dans des tons plus clairs pour apporter de la variété et un contraste visuel supplémentaire. Je reprends ensuite toutes les feuilles, un travail long et fastidieux, mais ça me permet de faire davantage ressortir par rapport à la texture du sol, en variant même légèrement les teintes pour renforcer le réalisme. Et pour apporter encore plus de profondeur et de contraste, je fais un lavis à partir d'une huile, du dark brown, qui va venir se loger dans les creux et accentuer les détails. Et j'utilise même ce mélange pour souligner les morceaux de bois et les troncs d'arbres disposés sur mon décor, afin de les intégrer naturellement à l'ensemble tout en leur donnant du relief. Une fois les couleurs de base appliquées à la peinture acrylique, je poursuis le travail aux huiles afin de mettre en valeur les formes et les volumes des rochers. Et j'applique pour cela une méthode simple qui repose en fait sur 3 couleurs. La première étape, ça consiste à appliquer du Starsheet Blood Sludge en couche fine et uniforme comme un filtre sur l'ensemble des surfaces rocheuses. Et cette teinte me permet d'unifier le tout et de donner une base plus riche et plus nuancée. Et ensuite, j'utilise la technique du brossage sec avec un ton gris moyen sur toute la surface. Et cette étape relève immédiatement les reliefs tout en conservant la teinte précédente dans les creux, ce qui crée un effet d'ombre naturel et de profondeur très convaincant.
Et pour terminer, j'ajoute une légère touche de blanc pur sur les zones les plus exposées à la lumière et les arêtes, les sommets et les points hauts afin de renforcer les contrastes et d'apporter davantage de réalisme à l'ensemble. Je complète ensuite avec un petit peu de végétation sous forme de mousse réalisée à partir des produits de la gamme Moss de chez Amont. Je commence par appliquer de la colle de façon irrégulière sans chercher à recouvrir toute la surface pour un rendu beaucoup plus naturel. Et ensuite, je saupoudre la mousse tout en laissant volontairement déborder. Une fois sec, il suffira juste de retourner le décor pour éliminer l'excédent et obtenir un résultat propre et réaliste. Après avoir laissé sécher quelques heures, je viens renforcer l'effet en appliquant un produit à base d'émanel, du Slimy Grimlight. Et ce liquide en fait va être absorbé par la mousse et se diffuser légèrement sur les rochers par capillarité, créant ainsi des nuances subtiles de vert et un rendu plus organique. Et cette étape en fait marque la fin de la première partie du décor et on obtient déjà une belle richesse visuelle avec une variété de textures et de teintes qui se répondent entre elles et l'ensemble prendra encore plus de caractère une fois la neige ajoutée à la toute fin quand tous les éléments seront définitivement mis en place. Je passe maintenant à la partie la plus intéressante, c'est la peinture de la maison et pour ce projet j'ai choisi de la faire moi-même en scratch et si vous souhaitez découvrir toutes les étapes de conception et de fabrication, je vous invite à faire un petit tour sur la chaîne où j'explique en détail comment j'ai construit cette maison à partir de mousse, de cartes et de profils et en plastique. Et pour la mise en peinture, j'ai opté pour la technique du noir et blanc avec les apresses qui me permet déjà de déposer dès le départ les premières zones d'ombre et de lumière. Et ensuite je peins les détails avec des peintures très diluées pour jouer sur la transparence. Et vous voyez que le choix des matériaux va me permettre aussi d'enrichir la palette de couleurs. Et je commence en fait par les parties en bois où j'ai choisi de peindre en bleu, une couleur qui va très bien contraster avec le reste des décors. Et chaque planche en fait est peinte avec une intensité différente pour créer un jeu de contraste et de variations subtiles. Et vous voyez que c'est une méthode très efficace pour donner du relief même sur une peinture monochrome. Je poursuis ensuite avec le travail aux huiles en utilisant deux nuances, une plus foncée et une autre plus claire que la teinte principale. La plus sombre est appliquée sur le bas des planches. Et j'en dépose quelques touches que j'étire ensuite vers le haut à l'aide d'un pinceau en langue de chat. Et je fais la même chose pour les parties claires. J'applique vers le haut et je tire vers le bas. Le but en fait c'est de créer un dégradé sur chaque planche pour apporter de la profondeur et de la richesse chromatique. Un premier aperçu de ce travail, on montre qu'avec une peinture acrylique et deux teintes à l'huile, on obtient déjà de belles nuances et un contraste saisissant sur les planches de bois. Le résultat est à la fois riche et équilibré, obtenu d'une manière simple et rapide, sans technique vraiment complexe. Et je poursuis ensuite avec un lavis localisé de couleur noire préparé maison à partir d'une huile et je l'applique délicatement dans les creux afin de les faire ressortir le veinage du bois que j'avais gravé lors de la conception de la maison. Et après environ un quart d'heure de séchage, j'estompe l'excédent avec une éponge à maquillage, ce qui permet d'adoucir l'effet et apporter une finition plus naturelle et réaliste. Alors pour conclure le travail sur le bois, j'utilise une teinte bois clair que je viens frotter délicatement sur les surfaces et les arêtes. Et cette étape permet de simuler les traces d'usure et la décoloration de la peinture, laissant apparaître par endroits la couleur d'origine du bois. Et le résultat apporte un contraste visuel saisissant et casse en fait la monotonie du bleu monochrome, en donnant à l'aspect un ensemble vieilli et authentique. Je poursuis maintenant avec la peinture des briques. Alors l'exercice est relativement simple, il suffit de préparer quelques teintes chaudes, brunes, rouges et rouille pour varier les effets. Et je commence par peindre l'intégralité de la surface avec un rouge brique en superposant plusieurs couches fines pour jouer sur la transparence. Et cette méthode me permet déjà de faire ressortir le travail de pré-ombrage réalisé précédemment et donner de la profondeur au mur. Puis pour enrichir la palette de couleurs, je peins ensuite certaines briques de manière aléatoire en alternant les nuances. Alors c'est une étape certes un peu longue mais essentielle, c'est évite en fait d'avoir un effet trop uniforme d'un mur monochrome et apporter une vraie richesse chromatique. Et ici j'apprécie particulièrement les peintures atomes qui sont adaptées à ce travail grâce à leur finesse et leur pouvoir couvrant équilibré. Une fois la peinture bien sèche, j'applique un produit spécial, le joint de maçonnerie pour simuler le mortier entre les briques et je le dépose à l'aide d'un pinceau sur toute la surface puis je laisse sécher quelques minutes et quand le produit commence à devenir sec, je nettoie délicatement l'excédent avec un pinceau légèrement humidifié. Et vous voyez que le résultat est intéressant, un mur texturé, nuancé et réaliste qui apporte immédiatement plus de crédibilité et de caractère à ma scène. Pour donner un effet vieilli à mon mortier et à mes joints de briques, j'applique un léger filtre gris qui permet d'atténuer en fait le blanc trop vif et d'unifier l'ensemble de mon mur afin d'obtenir un rendu beaucoup plus naturel et cohérent. Et je passe ensuite à la dernière partie avec la peinture du toit que je peins d'abord sur une base d'un noir et ensuite j'effectue des éclaircies zénithales avec du blanc sur le sommet des tuiles pour simuler la lumière naturelle venant d'en haut. Je complète ensuite avec une multitude de filtres aux teintes chaudes pour apporter de la richesse et de la variation chromatique et casser l'uniformité de la couleur noire et blanche. Et un petit conseil, évitez en fait de travailler sur une surface parfaitement plate. Inclinez légèrement le toit afin que le filtre descende naturellement vers le bas des tuiles, ça empêchera la formation d'auréoles et de marques disgracieuses.
Je poursuis ensuite avec un peu de végétation, de la mousse végétale. Alors la petite astuce ici, c'est j'applique en fait d'abord une petite couche de white spirit, puis la colle blanche. Et en fait, cette méthode empêche la colle de s'étaler uniformément et va créer en fait des petites gouttelettes irrégulières qui va apporter une répartition beaucoup plus naturelle de la mousse. Et je saupoudre ensuite généreusement avec le produit sur toute la surface, alors pas d'inquiétude si ça déborde, seules les zones où la colle a pris retiendront la matière une fois sec. Et pour finaliser, j'améliore encore un petit peu l'effet en appliquant des petites touches de Slimming Grime Light qui ajoutent de la subtile nuance de verte et vient conclure en fait toute la première partie du vieillissement du toit. Et je laisse sécher tranquillement en nuit avant de l'installer définitivement sur la maquette. Je termine par les derniers détails, peint et vieilli avec les mêmes techniques afin que l'ensemble reste parfaitement cohérent avec le reste du bâtiment. Et vous pouvez d'ailleurs remarquer une nouvelle fois les plaques publicitaires russes sur mesure réalisées spécialement par mon ami Jean-François de la société JFL Miniature. Un super travail qui apporte une touche d'authenticité supplémentaire. Et voilà un aperçu global de la maison. Alors beaucoup d'heures de travail mais un résultat plus que satisfaisant. Le mélange de briques, de bois et d'éléments métalliques offre une belle diversité visuelle avec un jeu subtil d'ombre et de lumière et d'éclaircies qui rend l'ensemble vivant, crédible et vraiment réaliste. Alors je passe maintenant à la partie la plus intéressante de ce projet, c'est la roue du moulin à eau. Alors ça n'a pas été une étape évidente d'une part pour trouver les bonnes couleurs afin d'obtenir un contraste intéressant par rapport au reste du bâtiment. Et d'autre part, réussir à peindre toutes ces pièces en bois qui ont tendance à absorber la peinture. Alors j'ai opté pour une base à gris appliquée sur un après noir afin de faire ressortir les premiers volumes et de créer dès le départ des ombres naturelles. Et cette base va ensuite me servir de support pour le travail de vieillissement et de patine. Et en observant la structure, je me suis rendu compte que les supports des pales étaient en fait en métal. Donc j'ai choisi de les peindre dans une taille trouille, ce qui est logique compte tenu de leur exposition prolongée à l'eau et à l'humidité. Et un choix qui, vous voyez, apporte déjà un contraste visuel fort et renforce le réalisme de l'ensemble. Alors ça a été un exercice assez long et minutieux car il a fallu peindre chaque recoin de la roue en passant à travers les zones étroites pour atteindre toutes les parties métalliques sans en oublier une seule. Un peu de patience mais indispensable, vous voyez, pour avoir un rendu propre et cohérent. Une fois les couleurs de base appliquées à l'acrylique, je passe à l'étape du vieillissement et sur des teintes de gris, le produit que j'ai trouvé le plus adapté, c'est du Wintergreen, d'une couleur légèrement froide qui imite parfaitement le bois usé par le temps. Et je l'applique de manière générale sur toute la roue en accentuant un peu plus le produit dans les creux et les reliefs afin de faire ressortir les détails et donner un peu plus de profondeur à l'ensemble. Quant aux parties métalliques, j'utilise tout simplement du Light Rust, une teinte plus claire qui crée un contraste saisissant avec l'arrière foncé que j'ai appliqué précédemment, ce qui va me permettre de casser la monotonie et d'apporter une belle variation visuelle. Je complète ensuite avec des dépôts de terre en utilisant du Corksoil. Alors je l'applique de manière irrégulière sur les pièces métalliques et les pales du moulin. Et vous remarquez déjà la présence de mousse, en fait ça provient d'un essai que j'ai réalisé mais avec une teinte trop claire du dust et dont le rendu ne me convenait pas du tout. Donc j'ai retiré en fait une partie du produit avant de reprendre avec la bonne couleur qui était plus approchant des dépôts de terre humides. Et comme pour le toit, j'utilise ensuite des produits de la gamme Moss de chez Hamo pour ajouter de manière aléatoire les traces de mousse sur l'ensemble de la roue. Et je renforce ainsi l'effet avec un peu de Slimming Grime Light qui apporte des nuances vertes subtiles et accentue l'impression d'un mécanisme abandonné depuis longtemps où la nature a repris le dessus. Alors un aperçu de la roue, on distingue un contraste saisissant entre du bois vieilli tirant vers des nuances froides de gris et de brun et la mousse verte écarlate qui apporte une touche de couleur vive et réaliste. Et je terminerai le vieillissement final lors de la phase hivernale quand la roue sera définitivement mise en place sur le décor. Alors je passe maintenant à une étape cruciale du projet, c'est la coulée de la résine et je commence par fermer les extrémités du ruisseau à l'aide de rubans de masquage. Alors la surface étant assez réduite, c'est pas nécessaire de réaliser un coffrage complet. Veuillez simplement utiliser un adhésif de qualité doté d'un fort pouvoir d'adhérence pour éviter qu'il ne se décolle sous la pression du liquide. J'attends ensuite l'étanchification de la zone avec du Still Water, c'est un gel acrylique qui me permet de créer une couche de protection intermédiaire. Et cette étape en fait va empêcher la résine d'entrer directement en contact avec les éléments du décor. Et j'insiste particulièrement sur la jonction entre le bord du décor et le ruban de masquage afin de garantir un joint parfaitement hermétique et éviter toute fuite. Quant à la résine, j'utilise toujours la même que sur mes précédents projets. D'ailleurs, vous retrouverez sur la chaîne un tutoriel complet que j'ai consacré à cette technique, parfois un peu délicate, car elle peut donner un résultat spectaculaire ou se transformer en véritable cauchemar si certaines précautions ne sont pas respectées. Je prépare mon mélange et je verse une première fine couche qui va à la fois figer les éléments du décor et limiter la formation de bulles. Et comme précédemment, je veille à renforcer la jonction avec le ruban de masquage pour assurer une étanchéité parfaite. Et ensuite, je verse délicatement la résine par petites doses en la laissant s'écouler naturellement le long du ruisseau. Et j'utilise une baguette en bois pour la guider et éviter les éclaboussures, ce qui me permet de contrôler un flux précis. Puis après 4 jours de séchage, la résine est parfaitement durcie. C'est un véritable succès, la rendu est très propre. Un petit ponçage en bois suffira juste à éliminer quelques résidus sur les bords. Et je passe ensuite à la création des ondulations de surface à l'aide d'un gel à effet d'eau de chez AK Interactive.
Alors le produit est facile, il est prêt à l'emploi, simple à utiliser. Il suffit d'en déposer une fine couche sur la surface et une petite astuce, passer rapidement la flamme d'un briquet pour éliminer les microbules en surface. Et avant même que le gel ne sèche complètement, j'en profite pour intégrer quelques feuilles à la surface. Alors, ce petit détail rajoute du relief visuel et évite en fait que l'eau paraisse trop uniforme ou trop lisse, donnant ainsi un rendu plus naturel et vivant. Pour renforcer l'ambiance hivernale, je reproduis de petites plaques de glace le long des berges du ruisseau. Une méthode simple et efficace, c'est j'utilise du still water que je dépose délicatement au périphérique du cours d'eau et je saupoudre par-dessus un peu de neige humide. Et je laisse sécher ensuite toute une nuit et une fois le produit bien pris, il suffit simplement de retirer l'excédent à l'aide d'une soufflette pour relever l'effet glacé. Le résultat est saisissant de réalisme. Vous voyez, par transparence, on distingue le fond du ruisseau tandis que ces fines plaques de glace viennent créer une transition naturelle entre l'eau et la terre ferme. Et j'ai reproduit exactement le même effet autour de la partie immergée de la roue du moulin, ce qui renforce encore l'harmonie et la cohérence de l'ensemble. Je passe maintenant à l'élément principal du diorama hivernal, c'est la neige. Alors c'est une étape délicate, car il est très facile d'en faire trop et tout repose sur la justesse du dosage. Trop de produits et on perd les nuances du décor, pas assez et l'effet manque de crédibilité. Pour ma part, j'utilise un mélange de still water et de wet snow, une combinaison qui permet d'obtenir un rendu réaliste de neige fraîche et légèrement humide. Et j'applique ce mélange en brossage à sec sur les parties supérieures du décor afin de créer un équilibre visuel entre les zones enneigées et la végétation apparente. L'idée en fait c'est d'éviter une surface entièrement blanche car sous un éclairage fort, ça va avoir tendance à écraser les contrastes et à dénaturer le relief. Pour la neige en poudre, j'utilise un petit entonnoir équipé d'une tamise qui permet une répartition fine et homogène du produit et pas besoin d'être trop précis, seules les zones enduites du mélange retiendront la neige, le reste pourra être récupéré facilement en retournant le diorama au-dessus d'une feuille blanche. Sur le toit du moulin, je varie un peu la méthode en appliquant le mélange à l'aide d'une éponge pour déposer de fines particules irrégulières avant de saupoudrer généreusement afin d'accentuer la texture. Puis après une nuit complète de séchage, je procède aux retouches. J'ajoute de la matière dans les zones moins couvertes et j'intensifie légèrement les épaisseurs pour apporter du contraste et du relief au terrain. Et voilà un premier aperçu du rendu final, un sol enneigé réaliste où la végétation transparaît subtilement à travers la couche de neige. Et vous voyez le petit trou du décor, ça correspond tout simplement à l'emplacement prévu pour les véhicules qui viendra plus tard. Pour renforcer l'immersion dans cette ambiance hivernale typique des conditions rudes rencontrées sur le front de l'Est, j'ajoute des stalactites de chez Greenster World imprimées en résine transparente 3D. Et je commence par les trier sur leur taille afin de pouvoir les disposer de manière cohérente. Les plus petites viennent se placer sous la gouttière, là où la neige fond durant la journée avant de geler à nouveau la nuit. Un phénomène classique en hiver qui apporte beaucoup de réalisme à la scène. Quant aux plus grands, on les retrouve autour de la roue du moulin, accentuant l'impression d'un bâtiment à l'abandon, figé par le froid et à peu près repris par la nature. Cela renforce parfaitement cette atmosphère glaciale et silencieuse propre au paysage d'hiver extrême. Et une petite astuce pour sublimer l'effet de transparence, j'applique une nouvelle fois une couche de still water sur chaque stalactite et ce produit permet d'obtenir une finition plus lisse et cristalline en accentuant la brillance et la translucidité de la glace, ce qui rend l'atmosphère encore plus crédible. Et voilà un aperçu du moulin, la combinaison de la neige et des stalactites donne vraiment l'impression que le bâtiment est figé dans le temps, pris au piège par un hiver intense et impitoyable. Dernière étape, la végétation, un élément essentiel pour apporter un peu plus de vie et de réalisme à mon décor. Et je commence par créer des petites touffes d'herbes courtes à partir de fibres marines séchées que je fixe à la colle blanche directement sur la base du diorama. Et cette première touche permet de déposer la structure générale et d'habiller le sol de manière naturelle. Je poursuis ensuite avec les roseaux, une végétation typique que l'on retrouve souvent le long des ruisseaux. Et après leur avoir donné un peu de forme et de mouvement, je les répartis de manière aléatoire sur les berges en comblant les espaces vides pour renforcer la densité du décor. J'ajoute ensuite l'herbe plus haute disposée à proximité des roseaux pour créer des transitions douces et progressives entre les différentes zones de végétation. Et enfin, je termine avec quelques brins d'herbe longue que je place de façon irrégulière afin d'apporter du volume et du dynamisme visuel à l'ensemble. Et pour harmoniser cette dernière étape avec le reste de la scène hivernale, j'applique une fine couche de produit effet givre idéal pour simuler le gel et le froid matinal. En petite quantité, il vient figer la végétation tout en apportant un contraste subtil entre le vert et le blanc renforçant la cohérence du décor. Et voici le résultat, une végétation dense et réaliste, parfaitement intégrée au bord du ruisseau et au pied de la roue du moulin. Et l'effet chivré apporte la touche finale, liant parfaitement l'eau, la neige et la glace dans une ambiance hivernale crédible et immersive. Je termine ce projet par les protagonistes de la mise en scène. Alors l'occasion une nouvelle fois de travailler sur les figurines qui restent encore ma petite bête noire, mais j'ai pu faire un stage consacré à la peinture de figurines et j'ai pu améliorer mes techniques et corriger certains de mes gestes. Et comme je le dis souvent, je lâche rien. Je m'efforce même désormais d'intégrer systématiquement un personnage dans chacune de mes réalisations. Et voilà les amis, on arrive à la fin de ce projet, un travail conséquent rempli de défis pour restituer cette ambiance hivernale si particulière avec son froid sec, sa glace, sa neige et toutes ces nuances subtiles qui font le charme de cette scène.
Notre petit véhicule trouve parfaitement sa place dans le décor et vient même contraster avec ces teintes plus chaudes, avec le blanc du sol et la végétation givrée. Un ensemble riche en détails, textures et couleurs que j'espère vous aurez autant plu à découvrir qu'à réaliser. Merci une nouvelle fois de m'avoir regardé jusqu'au bout et si le projet t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de prochaines réalisations et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou me contacter par email, je serai ravi d'échanger avec toi. Encore un grand merci aussi pour votre soutien, ce qui me motive à continuer l'aventure, à partager avec vous mes astuces, mes conseils autour de mes réalisations. Et on se retrouve très bientôt pour terminer l'année avec un projet original et plein de surprises et j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Et en attendant, prenez soin de vous, maquettez bien et on se retrouve très vite dans l'atelier. Ciao les copains!